Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jacques Guigou pour parler de l'histoire de la revue Temps Critique, dont il est l'un des cofondateurs avec Jacques Weinstein. La revue se révèle avoir des temps distincts qui nous paraît nécessaire de rappeler pour poser un cadre. Premier temps, la revue met en œuvre un bilan critique des transformations à l'œuvre de la société du capital, fin du sujet historique, tension individu-communauté et crise du travail. Un second temps, celui de la recherche d'un terrain favorisant l'intervention politique telle que la critique peut la construire, notamment à travers les grands mouvements sociaux de la fin des années 90. Enfin, un temps où l'intervention a pu véritablement trouver sa place avec une participation active et critique au mouvement des Gilets jaunes. Alors pour commencer, revenons sur la naissance de la revue. Jacques, comment s'est constituée la volonté et l'idée de créer la revue avec Jacques Weinstein? Eh bien, c'est Jacques Weinstein qui était porteur d'un projet de revue. Moi, j'étais plutôt porteur de la publication de livres. Et d'ailleurs, je l'ai réalisé lors de la création en 98 de la collection éponyme chez l'Harmattan. Mais je me suis tout de suite, bien sûr, rallié, même activement, à la création, la préparation et la création de la revue, puisque j'avais déjà à Grenoble créé une petite maison d'édition, les éditions de l'Impliqué. Alors, précédemment, parce que la revue, le premier numéro est de 90, donc lié aux chutes du mur de Berlin, mais il y avait une antériorité, il y avait des précédents, notamment dans ma correspondance avec Jacques Weinstein. Depuis 87, la publication de son livre Individu, révolte, terrorisme, du mien La cité des égaux, et puis c'est associé aussi Loïc Debré avec le livre qu'ils ont publié à cette époque avec Anne Steiner sur le groupe Bader. Donc, notre correspondance qui a été publiée dans le volume 1 de l'anthologie a déjà développé, nous avons développé dans notre correspondance des thèmes qui ensuite se révéleront importants à poursuivre dans la revue elle-même, comme la question des classes sociales, la question du sujet historique de la Révolution, même si on n'utilisait pas un tout bout de champ ce terme, puisque nous parlerons ensuite de révolution, non pas classiste, mais de révolution à titre humain, même si ensuite le terme lui-même, la référence elle-même à révolution ne disparaîtra pas, puisque nous allons parler de la révolution du capital. Alors comment donc nous avons donc cet échange? Je suis allé le rencontrer, je suis allé à Lyon pour concrétiser les choses, une première rencontre à Lyon, à Villeurbanne, où Jacques habitait à l'époque. Nous avons continué nos échanges, mais aussi concrétisé la réalisation, que ça pourrait être la réalisation d'une revue. Bien sûr qu'il fallait trouver un titre, ça viendra un peu plus tard. Donc là, nous sommes en 88, décembre 88. Toute l'année 89 va être consacrée, dans nos temps libres, consacrée à l'élaboration concrète de la revue. Et puis, l'association d'un groupe d'individus qui se trouvaient intéressés par le projet. Donc, se sont associés au projet Bodo Schulz, qui était à l'époque en séjour à Paris, qui est un militant, un activiste allemand,
marxiste, école de Francfort, et qui était à la Réunion aussi, en quelque sorte, qui a eu son importance inaugurale. La Réunion à la librairie anarchiste. La Griffe? Non, de Paris. Ah, de Paris. Bon, son nom me reviendra. Donc, où il y avait sur le livre, donc c'était une réunion qui était sur le livre de Jacques, individu, sur le livre de Loïc, et Baudot était présent aussi, il y avait Anne, il y avait un groupe. Et là, moi j'y étais pas, mais là, il y a eu aussi une concrétisation, une association au projet. Baudot, on préparait un premier numéro 1, et évidemment, nous étions 89 en plein dans le mouvement, enfin dans l'épisode, plus qu'un épisode, hein, la chute du mur de Berlin, avec donc, des implications aussi pour Baudot et l'Allemagne, mais il y avait aussi une autre dimension européenne, c'était les Italiens. Et donc, on souhaitait donner une dimension, notamment Allemagne, Italie, France, ouais, à la revue, ce qui s'est réalisé finalement, en partie, assez largement, on peut le dire, mais enfin. Et donc, voilà, donc ce moment-là, on a échangé sur des titres. Comment, justement, le nom de la revue est-il apparu comment ça a apparu qu'il fasse sens aussi? Oui, alors, donc une revue, ça supposait des titres, ça supposait donc un éditeur, et des titres ont circulé, notamment, je me souviens d'un titre proposé par Baudot qui n'a pas été retenu, qui était Propos intempestifs, en référence évidemment à Nietzsche. Mais j'ai proposé temps critique, et pas les temps critiques, hein, sur le modèle qui aurait pu être les temps modernes, non, c'était temps critique pour justement permettre de bien percevoir l'intention d'un bilan d'un bilan historique de l'histoire, des avancées et des faiblesses des mouvements révolutionnaires, des mouvements politiques, critiques, au moins depuis 68. Et puis j'avais utilisé déjà ce terme, temps critique, dans une intervention dite d'analyse institutionnelle, puisque j'ai un passé d'investissement de sociologue critique, ouais. Dans le courant dit de l'analyse institutionnelle, bon, je ne développe pas, mais j'avais proposé lors d'une intervention, c'est-à-dire une mise en mouvement critique d'une association, d'un établissement, etc. J'avais proposé ce terme de moment critique dans la mise en analyse, la mise en crise de rapports sociaux, de rapports interpersonnels dans une organisation, une institution. J'ai proposé ce terme qui a été adopté et nous sommes partis sur ce titre-là pour le premier numéro et les suivants. Alors, comment s'est réalisée la base matérielle, l'organisation concrète? Eh bien, j'avais un ordinateur pour saisir, mais Jacques n'avait pas. Baudot donnait des textes composés, mais sur papier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fichier numérique. Et donc, après avoir donc défini le thème général à propos de l'Allemagne, avec des textes des Allemands, je renvoie donc au sommaire du numéro 1. Du numéro 1, tout à fait. J'ai
composé les textes de certains Allemands, composé les textes de Jacques, et je les ai, et j'ai fait l'imposition, ce qu'on appelle techniquement l'imprimerie, j'ai fait l'imposition, c'est-à-dire pendant un certain nombre de nuits, j'ai découpé les textes au ciseau, je les ai collés sur une succession de feuillets au format A5, qui est devenu le format de la revue, et de manière à les amener chez un imprimeur qui faisait les clichés, mais sur le papier, pas numérique. Et donc, bon, mais ça, moi, ça m'a pas intéressé parce que j'ai toujours été intéressé par la fabrication du livre. Adolescent, j'aidais ma tante qui était relieuse, la couture. Et donc, ensuite, dans mes livres aussi, chez Anthropos, j'étais un des rares auteurs à aller à l'imprimerie où mon premier livre a été imprimé, nous sommes en 71, et le contremaître de l'atelier m'a dit, mais vous êtes le seul auteur à venir, le seul auteur donc, des éditions Anthropos, c'est-à-dire pour des intellectuels, etc., à venir voir comment c'est fabriqué. Ouais. Et alors il m'a dit, voyez votre livre, il m'a montré dans un coin de l'atelier un bloc, un volume de plaques de plomb sur lesquelles avait été mais voilà votre livre, il est là. Donc il y a eu cette donc nous avons sorti un premier tirage avec un imprimeur grenoblois. Nous avons sorti le numéro 1 à propos de l'Allemagne. À propos de l'Allemagne, plusieurs centaines d'exemplaires. On peut dire que la revue est une revue aux multiples influences avec des nationalités différentes dès le départ. Qu'est-ce que la dimension transnationale a été un moteur pour vous? Oui, bien sûr, oui. Notamment dans la dimension bilan politique, historique des mouvements des années 60, de 68 et du Mai rampant italien, et aussi des mouvements allemands, les courants anti-parlementaires, les courants écologistes d'Allemagne, c'est vrai, c'était important, les courants contre-culturels. Donc oui, cette dimension, notamment pour ces trois, France, Italie, Allemagne, mais au-delà, puisque il y a eu une amie tunisienne qui est aussi est venue peu de temps, mais aux réunions de la revue, et qui a aussi introduit les dimensions Afrique du Nord, les dimensions de cet ordre. Mais bon, donc les sommaires des premiers numéros des années 90 montrent bien cette dimension transnationale, en tout cas là européenne, et donc peu à peu se sont constitués par les apports des uns et des autres les grands thèmes qui vont être abordés, les classes sociales, l'État, les mouvements sociaux, et puis les questions la communauté humaine, de la communauté humaine, du sujet historique, les questions aussi de l'individu, très important, la question de l'individu et de ses rapports à la communauté humaine
et aussi de l'individualisation, de la particularisation, a été un thème transversal de la revue, et le reste encore. Donc, ces grands thèmes, intersubjectivité, ces grands thèmes ont été à la fois analysés, développés sur un plan théorique, mais aussi sur les questions politiques qui se posaient à ce sujet, donc le mur de Berlin, les mouvements sociaux, ce qu'on a appelé après, donc ce qu'on appelait les mouvements sociaux après 68, et la manière dont le groupe, les individus associés dans la revue intervenaient, donc la question de l'intervention, qui a toujours été présente dès le départ, dans ma correspondance avec Jacques, après des développements théoriques, je lui disais, bon, alors, quelles sont les questions praxiques, je disais, pratiques, politiques. Oui, parce que tu as fait un texte sur Grenoble, un tract affiché qui s'appelait 1989, Berlin, c'est bananes, c'est baladeurs. Et on sent qu'il y a déjà en germe cette question de l'intervention politique, telle qu'elle va s'exprimer plus tard, comme on a un peu posé en introduction, mais il y a déjà ce germe-là. Ah oui, tout à fait. Dès le départ, la question de l'intervention était présente et active. Donc on ne voulait pas faire une revue, comme ça pouvait nous l'être reproché par certains courants ou d'autres, une revue uniquement théorique, fondamentale, ou philosophique, philosophie politique, même si bien sûr des questions qui relèvent de la philosophie politique ou des disciplines, la sociologie, l'anthropologie sont là, mais l'angle d'approche est effectivement théorico-pratique dès le départ, et nous pensons toujours avoir tenu, non pas les deux bouts, mais avoir tenu ensemble, mais sans les confondre, les dimensions théoriques et les activités, les interventions pratiques. Et ça remettait au centre aussi la question du politique. Il y a plusieurs textes qui reviennent là-dessus. Oui, alors, du politique, je préfère parler de la politique, la question de la politique. Oui. Bon, la question du politique est plutôt un usage dans les milieux des politologues. Donc oui, non, la politique, oui, la question de la politique était fondamentale, parce que nous avions des parcours nous avions des parcours politiques. Jacques, il en a parlé. Moi, j'avais un parcours à travers. En 68, j'étais conseilliste. J'ai jamais été été membre d'un parti ou d'une idée, un syndicat. Donc, de ce point de vue, il y avait ma fibre anarchiste qui était présente. Mais j'étais associé dans les années 78-85, donc avant la revue 85, à la revue, j'étais au comité de rédaction de la revue Autogestion. Autogestion, qui était ensuite devenue Autogestion Socialisme, Autogestion au pluriel, etc. Après 81, après la gauche au pouvoir. Donc moi j'avais ce parcours-là, et je lisais, j'ai lu donc les textes importants de l'ultra-gauche, de la gauche communiste italienne, de la
allemande et hollandaise. J'étais assez influencé par Pannekoek, Anton Pannekoek. Et donc, les questions de l'autogestion, et c'est ensuite que, en faisant, j'avais déjà tiré un constat d'épuisement de l'aspiration autogestionnaire de type conseilliste, de type conseil ouvrier, de type conseil d'usine, etc. J'avais tiré le bilan, fait le constat de l'épuisement politique et historique de ces courants qui ont été importants. C'est vrai que tu as écrit plusieurs textes sur la question, l'autonomisation des apprentissages. Est-ce que tu peux revenir sur ces textes Oui. qui parlaient vraiment de la fin d'autodidaxie, comme tu en parles dans un texte? Oui, ça, la question donc de l'autonomisation, la notion d'autonomisation que j'ai travaillé, je l'ai trouvé chez Kamat, que je lisais dans les années 70, Mariance. Je l'ai trouvé aussi dans certains courants communistes italiens, pas Bordiga, mais d'autres. Donc ce processus d'autonomisation. L'autonomie est un résultat. L'autonomie est un résultat. Un résultat de quoi? D'un processus d'autonomisation. L'autonomisation, c'est des abstractions successives, des éléments d'un ensemble qui deviennent dominants et qui effacent ou qui écartent ceux dont ils sont partis. Alors, à propos de l'apprentissage et de l'autodidaxie, puisque j'ai aussi fait des recherches sur la formation, etc., l'auto-formation, l'autogestion de la formation, j'avais travaillé toutes ces questions, je les avais travaillées à propos de l'IP, j'ai un article sur l'IP, qui montrait comment justement le compromis de la formation, le plan de formation des LIP, des chômeurs de LIP, avait contribué à cette autonomisation d'une action politique collective dans des sessions, des stages, etc., qui particularisent et qui individualisent. Donc, toutes ces questions donc, de l'autonomisation, auto-formation, je critiquais les courants dans la formation des adultes, la formation professionnelle, qui revendiquaient comme ayant une portée politique critique l'auto-formation, l'autogestion de la formation. Donc je prenais le contre-pied critique de ces courants qui étaient importants puisqu'ils contribuaient à ce que j'ai ensuite appelé l'égo-gestion. Ils contribuaient à l'autonomisation de ce qu'a été l'autogestion avant 68. C'est devenant l'individualisation, la particularisation dans tous les domaines de l'activité humaine. Eh bien, je l'ai analysé comme des processus d'autonomisation, d'où mon titre, Cité des égaux. Comment tu définirais l'égo-gestion, justement? Oui, alors l'égo-gestion, j'ai lancé ce terme. Bon, il était calqué il était en référence aux autogestions, l'autogestion au singulier, puis aux autogestions au pluriel, de référence critique. Donc, parce que, justement, l'égo-gestion, c'est devenu, je caractérisais l'individualisation des rapports sociaux, la particularisation des rapports sociaux, la séparation des communautés de lutte dans une puissance de
d'un individu qui est particularisé, que bon, à un moment j'appelais particule de capital. Oui, c'est ça. Ouais. L'égo-gestion, c'est la particule de capital à qui on demande de gérer son activité, de gérer jusqu'à sa vie elle-même, toute sa vie. Et donc ça a été ma manière de... Puis il y avait aussi la dimension par rapport à la psychanalyse et à la psychologie intersubjective, c'est-à-dire ça portait aussi sur les intersubjectivités, le subjectivisme. Je critiquais le subjectivisme du cours qui devenait dominant, du cours de l'histoire qui devenait dominant. Revenons à la revue. Les avis ont parfois pu être très différents, par exemple sur la communauté humaine avec les Allemands. Comment ces différences d'approche se sont posées entre vous? Oui, la question de la communauté humaine et plus précisément donc des rapports individu-communauté humaine qui est elle-même une question qui elle-même en elle-même est une question difficile parce qu'elle prend des configurations à chaque épisode historique, à chaque bouleversement social et historique, a aussi traversé les échanges dans la revue. Alors, tu dis les Allemands, oui, les Allemands étaient sur d'abord la classe, la communauté, c'est la classe, la communauté de la lutte des classes, et surtout. Et donc, quand on introduisait donc l'individu, c'était ça pouvait être engendrer des tensions parce que c'était d'abord la classe, la communauté de la classe qui englobait toute l'analyse, ou une grande partie de l'analyse. Mais ça rebondissait aussi sur la question de l'individu qui était mise en avant par les anarchistes, enfin les sensibilités anarchistes dans la revue qui existe, et notamment celle de Loïc Debré. Et donc il y a eu aussi, et notamment aussi à l'époque, sa position favorable à ce qu'il appelait le subjectivisme révolutionnaire du groupe Baider, par exemple, puisqu'il y a toute une série d'échanges dans la revue, souvent musclés, sur cette notion de subjectivité révolutionnaire, qui, elle, abandonnait effectivement la référence à la classe. La revue ne se veut pas un groupe politique. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers, ou est-ce que tu penses que justement on peut tenir le fait d'être un groupe non-groupe de fait? Oui, ces questions se sont posées parce que, notamment, nous, dès le départ, il n'était pas question de créer un groupe politique. Au contraire, c'était... Certains avaient une expérience de groupe politique antérieure, donc il n'était pas question, c'était des individus librement associés sur un projet de revue et donc des questions politiques et historiques qui étaient liées. Donc des individus associés, mais ensuite il y a eu des échanges, des questions qui sont posées sur jusqu'où on accepte des textes qui on ne pouvait pas parler de corpus tant critique, mais en fait qui était trop divergent, enfin, qui était trop hors champ, même si le champ était très vaste. Et donc là, il y a eu des débats, mais pas trop. On a écarté des textes en expliquant les raisons aux auteurs, toujours, mais pas beaucoup. Et d'autre part, il y a des gens qui se sont associés au premier cercle, au deuxième cercle, qui, eux, avaient un projet de parti ou de groupe politique. Et donc, mais ça n'a pas marché. Donc,
pas poursuivis, donc ça a donné lieu parfois à des échanges de courriers, mais on n'a pas eu à aucun moment une tentation de créer un groupe politique. Et ça s'est vérifié aussi dans les interventions, y compris celles des Gilets jaunes. Justement, le mouvement des Gilets jaunes a été un moment qui est rentré en résonance avec l'approche de la revue, du moins il semble-t-il, sur la question de la révolution à titre humain, par exemple. Comment tu as abordé l'intervention de Temps Critique dans ce mouvement? J'étais pleinement dedans. J'ai participé à Montpellier un certain nombre de réunions. J'ai fait la connaissance d'individus très, très actifs dans le mouvement, des discussions, et donc, puis tous les échanges successifs au fur et à mesure que le mouvement des Gilets jaunes se développait, et avec la revue. Donc il y a eu tous les textes. Bon, j'ai plus contribué à des textes, par exemple au texte sur les références théoriques et historiques des Gilets jaunes, notamment le texte sur la Révolution française. Là aussi, la question du rapport individu-communauté était présent. Sur les impasses, ou du moins les limites du référendum d'initiative, du RIP, du référendum d'initiative populaire, les raies du RIP, du RIC, pardon. Bon, donc sur la question de l'État aussi, c'est-à-dire la question de la critique de l'État du capital était bien présente dans le mouvement, mais elle a rencontré aussi ses limites, comme le mouvement de 95 avait rencontré ses limites sur la question de l'État. Sous le slogan Tous ensemble. Oui. Sur les débats qu'il y a eu, t'as eu un débat avec Ricardo d'Este sur la néomodernité, postmodernité. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelle est ta position à ce moment-là, en fait? J'avais fait un texte sur la modernité, la fin de la modernité, je crois, c'est dans le titre, la fin de la modernité et les postmodernes. Mais le postmoderne était à critiquer aussi parce que finalement, il était lui aussi dans la modernité, en ce sens que les postmodernes se mettaient dans le courant, étaient portés par le courant des particularisations, des subjectivismes, de la philosophie du désir, etc., de la fin des grands récits, d'accord. Bon, il y a eu des apports des postmodernes, bien sûr, mais les postmodernes, la revue n'est pas postmoderne, bien évidemment, mais elle arrive après le postmoderne, après l'époque du postmoderne, à mes yeux. L'époque postmoderne est épuisée, même si il y a de beaux restes, et elle continue à être active dans ces dimensions, par exemple nihilisme. Le postmoderne est très nihiliste. Donc sur ce débat, la modernité, j'ai mis en avant à la fois donc, la fin de la modernité, l'épuisement du postmoderne, et faut-il encore conserver ce terme, et donc ça a annoncé la notion de société capitalisée. Donc ce terme était finalement, modernité, postmodernité, modernisme, était à abandonner. Il n'avait plus de portée politique et historique. Même s'il était encore, et s'il est encore très actif. Tu as employé durant un temps les termes de parachèvement du capital
pour caractériser la dynamique du capital, justement. Pourrais-tu revenir dessus? Est-ce que cette approche est toujours valide? Non, j'ai utilisé ce terme, non. J'ai utilisé ce terme, effectivement, pour caractériser des moments de la dynamique du capital du début des années 2000, enfin, la fin des années 90 et du début des années 2000. La notion de parachèvement ne signifiait pas, donc m'a permis de caractériser ces courants, cette dynamique, notamment sur le numérique, la virtualisation, la dimension de la domination, mais domination non systémique. Donc je pense, dans mon article, il ne faut pas s'en tenir. Oui, tu as fait 3 couplets. 3 couplets, voilà, c'est 3 couplets. Il pourrait y en avoir d'autres, mais aussi ça peut être. C'est un moment que je n'ai pas utilisé ailleurs, ensuite, pas du tout. Et ça a été un moment de manière puisque de caractériser ces dimensions que je viens d'évoquer, mais c'était pas à comprendre comme l'achèvement du capital, ni l'achèvement donc historique, parce que le capitalisme s'effondrerait selon la théorie classiste, marxiste ou autre, ni que le capital ne parvenait pas à survivre, comme le disait Henri Lefebvre dans un livre dont j'ai préfacé la 3e édition sur la survie du capitalisme, la reproduction des rapports sociaux de production. Ça, c'est Lefebvre. Donc, j'ai fait une préface pour montrer aussi que Lefebvre se situait au milieu du gué, en quelque sorte, entre l'analyse marxiste de la production des rapports sociaux, lui de la reproduction, il parle de reproduction plus que de production, mais la référence c'est quand même reste chez Lefebvre à cette époque-là, c'est-à-dire après 68, prolétarienne, en gros. Donc pas de parachèvement, pas de survie du capital comme s'il allait disparaître. Bon. Merci Jacques pour cet échange. Nous aborderons d'autres thèmes dans un second podcast.